Tu as remarqué comment, après des attentats d'intégristes présumés musulmans, on demande à des musulmans qu'on présume intégristes d'afficher leur désapprobation? C'est humiliant, ça. Hashtag not in my name. On part du principe que les ressortissants d'un groupe donné sont obligatoirement et idéologiquement affiliés à toute personne se revendiquant du même groupe, même si certains comportements de certains de ces ressortissants ne sont pas conformes aux règles de fonctionnement élémentaires du dit groupe. C'est pernicieux quand même. C'est un principe qui ne s'applique qu'aux musulmans? Ou bien la règle serait que finalement, tous et chacun sommes responsables, par rebond, de tout acte perpétré par des membres de notre supposé groupe? Cela fonctionne comment si j'appartiens à plusieurs groupes? Alors, pourquoi? 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 Alors, pourquoi, quand un homme, un notable, sodomise une prostituée sans son consentement, personne ne demande aux autres hommes de se désolidariser? Bon, le type n'a été reconnu coupable d'aucun chef d'accusation, mais il est coupable d'autre chose. Autre chose qui n'est pas puni par la loi. Un autre intégrisme. L'intégrisme masculin. Force est de reconnaître que l'intégrisme masculin est autorisé, pratiqué, et qu'il rencontre des alliés partout dans le monde. Parlons d'intégristes masculins. On peut demander aux musulmans de se désolidariser des intégristes musulmans, mais on ne demande pas aux hommes de se désolidariser des intégristes masculins. Pourquoi? S'adresse-t-on aux musulmans d'une manière si indigne parce qu'on s'autorise à croire que la plupart d'entre eux ne sont pas des intégristes? Si nous, les hommes, si nous ne sommes pas assignés à condamner fermement tout acte relevant de l'intégrisme masculin, est-ce parce qu'on présume que nous sommes tous des intégristes masculins? L'intégrisme masculin autorise tout un tas de choses. Il autorise la prise indue de pouvoir. Il autorise la domination, l'écrasement de l'autre homme ou femme indifféremment peut-être, même s'il préfère broyer des os de femme. Il autorise la soumission, l'humiliation de l'autre. L'intégriste masculin maquille cela en ce qu'il aime appeler le rapport de force. Il est conduit par son désir et uniquement le sien. Uniquement. Il lui est absolument impossible de comprendre la notion de désir chez un autre être vivant. Il parlera d'échange, de caprice, de plaisir. L'intégrisme masculin, pour se le figurer, il faut l'imaginer comme un fleuve, féroce et large, en crue perpétuelle, charroyant boue et roches et emportant tout sur son passage, puisqu'on s'interdit de construire des barrages ou de déblayer les berges à risque. Alors, il faut visualiser les gens emportés par ces flots rageurs. Il faut absolument pouvoir visualiser tous ces corps emportés. Il le faut. Toutes ces femmes et tous ces hommes que son courant recouvre et noie, toutes ces vies qu'il suspend. On dit que la mort par noyade est la plus terrible des morts, qu'une fois que l'eau s'engouffre dans les poumons, on a la sensation d'éclater de l'intérieur. J'ai l'intime conviction que l'intégrisme masculin fait éclater ces naufragés de l'intérieur. Et parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de vivre, pour les enfants,
pour une partie d'eux-mêmes ou simplement par amour de la vie. Ils continuent d'avancer avec cet éclatement intime, cette mort qui ne vient pas vraiment, cette blessure, cette fêlure. Tu connais la différence entre une blessure et une fêlure? Une blessure, si tu le dis comme ça, si tu ne te poses pas de questions, tu te dis que c'est plus grave qu'une fêlure. Mais la blessure, c'est de la chair, c'est du muscle ou de l'os, donc ça peut cicatriser, ça peut se ressouder, guérir, en théorie. La fêlure, elle est permanente. Si légère soit-elle, une fêlure ne cicatrise ni ne guérit. Ce qui est fêlé donne le sentiment qu'il peut se briser à n'importe quel moment. Voilà la différence. On ne parle pas assez des fêlures. On ne parle pas assez